Et maintenant, donc, on a vu que c'était pas facile du tout pour une survivante d'ouvrir les yeux, mais du côté des professionnels de santé, qui sont impliqués dans le dépistage, évidemment, c'est encore moins facile parce qu'on aimerait bien croire à l'histoire du bon professeur qui lutte contre le cancer. Et quand on se rend compte que sa façon de lutter contre le cancer, c'est pas tout à fait ça, évidemment, ça, j'allais dire, son ego en prend voilà, un coup. Et alors, quand il commence à y avoir cette dissonance cognitive entre les données scientifiques qu'on reçoit et qui semblent plausibles, et puis ces actes, c'est vraiment pas confortable. Et les premières réactions, évidemment, c'est le déni. Et alors, suite à un article dont je parlais tout au début sur le surdiagnostic, là, qui disait que 70 000 femmes en 2008 avaient été surdiagnostiquées, on a demandé évidemment en France à certains médecins oncologues de commenter. Alors, ce qui est curieux, c'est que souvent on demande à des médecins qui n'ont pas lu l'étude. Il y a un article de Rue 89 qui demande, je cite, Didier Bourgeois, oncologue à la clinique Hartmann, médecin spécialiste du cancer du sein, n'a pas eu l'occasion de lire l'étude. On se demande pourquoi on l'interviewe, parce qu'il ne l'a pas lu. Mais il dit que le dépistage est sur la sellette. Alors quelque chose nous dit qu'il va défendre le dépistage. Alors l'article continue. Didier Bourgeois dit par ailleurs que contrairement au cancer de la prostate, il n'est pas établi qu'il existe des cancers du sein qui n'évoluent absolument pas. Alors là, c'est quand même difficile d'être davantage dans le déni parce qu'on peut discuter du pourcentage de ce diagnostic, mais même l'INCa, même la Haute Autorité de Santé, ne nie plus ce phénomène de surdiagnostic. Mais il y a encore des médecins oncologues voilà, qui le nient. Donc c'est un petit peu... c'est très dur d'ouvrir les yeux à des gens qui sont engagés comme ça. On en est là pour le dépistage du cancer du sein. Alors, si j'ai donné quand même quelques exemples parmi les survivantes, tout à l'heure quand je parlais du professeur Michael Baum qui avait su, alors qu'il a commencé dans la promotion du dépistage, ensuite il s'est mis, il a tourné sa veste et il est parti, si vous voulez, dans la mouvance information. Donc il y a des gens qui ont su faire ce pas de côté par rapport à leur statut ou leur histoire. Donc ils ne se sont pas laissés enfermer quelque part dans une histoire qu'ils pensaient avoir écrite quelque part, mais qui avait été un petit peu écrite par d'autres avec des agendas. Parce que malheureusement, si vous voulez, on fonctionne aussi à coup d'histoire et on aime bien les histoires, les belles histoires. Et souvent, les publicistes, si vous voulez, se servent notre amour pour les histoires comme ça en couplant un produit, une histoire qui va avec. Et pour le dépistage, c'est un petit peu pareil parce que on va adhérer au dépistage, si vous voulez, parce que l'histoire de la survivante nous séduit. Si une survivante a été traitée, que tout s'est bien passé, mais c'est quand même une histoire qui finit bien, donc ça va nous inciter à adhérer au dépistage. Et en fait, il faudrait quand même se méfier de ces belles histoires parce que ça ne nous parle pas justement des histoires des effets pervers ou de surdiagnostic, ça on n'entend pas trop. On n'entend que la belle histoire du dépistage qui se passe bien.